black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre say so. Yes, Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde aller-retour. Je vous avais promis cette vidéo sur Lil Wayne, donc c'est parti. Pourquoi Lil Wayne est un GOAT raté? Je sais, c'est un titre qui peut un peu choquer, mais disons juste qu'il aurait pu être un GOAT, mais que j'ai l'impression... En fait, il aurait pu être le GOAT, mais disons juste qu'il n'est pas le GOAT qu'il aurait pu être. Déjà, je ne vais pas retracer sa vie. C'est pas du tout ce genre de vidéo. Je suis pas ce genre de YouTuber parce que bon... Wikipédia existe, donc il vous suffit juste de faire les recherches sur le sujet si vous voulez connaître les détails sur sa vie, mais ce n'est pas vraiment ce genre de vidéo. Comme je disais, je vais plus explorer l'angle pourquoi Lil Wayne aurait pu être le GOAT, mais ne l'est pas au final. Donc on va faire ça en 4 angles. Premièrement, sa période qui ne m'intéresse pas vraiment trop. Deuxièmement, on va parler de son lien spirituel avec Jay-Z. En 3, on va évoquer quand il devient le boss du rap game. Et en 4, au final, pourquoi il n'est pas le GOAT du rap. En 1, premièrement, la période qui ne m'intéresse pas spécialement. Donc, il faut savoir que Lil Wayne, il est dans le game depuis 1997 dans les Hot Boys. C'est-à-dire que c'est l'année du décès de Biggie. Donc, et 1 an après la mort de Tupac. C'est l'année où le premier album de Hot Boys est sorti. Donc, le gars est dans le game depuis vraiment super longtemps. On peut dire qu'il a connu un petit peu 3 pans. Peut-être même 3 carrières différentes, donc dont on va un petit peu en parler. Mais voilà, il a commencé vers le début de la fin des années 90. Donc il est là depuis un moment. Et pourquoi je dis qu'il a plusieurs carrières? Parce qu'il faut prendre en compte le fait que le public, le très large public mainstream, le découvre quasiment 10 ans après du coup cet album dont j'ai parlé. Même si ce n'est pas une période qui m'intéresse spécialement, il faut quand même noter, fun fact, que c'est Lil Wayne qui est crédité comme l'inventeur du terme bling bling. En 1999 sur un morceau de BG, donc BG qui était un membre du groupe Hot Boys avec Juvenile, Lil Wayne et Turk. Et donc du coup, Lil Wayne, rien qu'avec cette contribution, puisque beaucoup de gens disent qu'en tout cas c'est lui qui au studio est arrivé avec le terme bling bling, rien qu'avec ce mot-là, on peut déjà dire que frère c'est une légende du rap parce que le mot bling bling, il a été repris à tort et à travers dans toutes les générations du rap, par toutes les ethnies, etc. Même le rap bling bling en lui-même est devenu même un style de rap. Voilà, après comme je disais, c'est pas une période que je retiens spécialement. Pourquoi? Parce que j'aimais pas trop les instrus de Benny Fresh en mode Hot Boys, Big Timers avec les débuts de Birdman en mode Baby, tout ça. C'est pas vraiment une période que je retiens. J'écoute aucun son des Hot Boys dans la vie de tous les jours, mais ça reste quand même des classiques et ça reste quand même des morceaux que toute une génération ont quand même beaucoup saigné. On signait ça quand même, voilà, ça passait sur BET à l'époque tranquillement, on regardait, mais c'est pas un truc qui est resté dans ma playlist. Il faut aussi noter que Juvenile était la star du groupe à cette époque, ce qui est super drôle quand même de se dire que voilà, Lil Wayne c'était un peu le Michelle Williams ou le Kelly Rowland. Et 20 ans plus tard, voilà, tout le monde a oublié Juvenile, BG et Turk. Enfin, je dis tout le monde. Le grand public, voilà, tout le monde s'en fout un petit peu de Juvenile, surtout chez les jeunes. Tandis que Lil Wayne c'est devenu Beyoncé. Donc imaginez un monde où... je sais pas, Kelly Rowland est devenu Beyoncé et tout le monde a oublié Beyoncé. Donc c'est assez cocasse. Donc voilà pour passer très vite sur cette période, puisque je vous dis, elle m'intéresse pas spécialement. Juvenile quitte le groupe, comme beaucoup de gens vont quitter Cash Money, sûrement à cause des problèmes d'argent, on connaît déjà. BJ Turk aussi, ça va un petit peu se casser. Il y en a un qui va aller en prison au final. Enfin bon, bref. Voilà. Hot Boys ne dure pas très longtemps dans les années 2000. Juvenile fait quelques hits. J'aime beaucoup le son Rodeo de Juvenile d'ailleurs. Mais voilà, ça va pas durer très longtemps. Et Lil Wayne aussi commence à sortir un petit peu des albums. Il sort notamment ce Block Is Hot, qui n'est pas un album que je sais même pas si je l'ai déjà écouté en entier. Voilà, on va dire que la période de Lil Wayne jusque là,
ça aurait pu au final être un rappeur banal et c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il va faire par la suite. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de son lien avec Jay-Z parce que alors déjà le nom de famille évident, Sean Carter, Dwayne Carter, c'est un fun fact que j'aime bien, le fait que Lil Wayne et Jay-Z qui sont quand même deux de mes rappeurs favoris et le même nom de famille, c'est un fun fact que j'aime bien, c'est comme Rick Ross et Meek Mill qui ont à peu près le même nom. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle William Robert et l'autre qui s'appelle Robert Williams. Bref, c'est un fun fact que j'aime bien. Mais Lil Wayne et Jay-Z, ça va plus loin que juste le nom de famille. Il faut savoir que Lil Wayne a un tatouage d'un couplet de Jay-Z sur lui. C'est le tatouage d'un son qui s'appelle Lucky Me, qui est un gros classique de Jay-Z. Souvent quand je pense aux gens qui disent que Jay-Z n'a pas de classique, je pense à des morceaux comme ça qui n'ont pas de clip, ne sont pas passés en radio, mais les gens qui connaissent vraiment le hip-hop savent que ce sont de gros morceaux de Jay-Z, des morceaux très importants, dont Lil Wayne qui a d'ailleurs tatoué ce morceau. Je ne sais plus s'il est sur son mollet ou sur ses côtes, mais en tout cas il a ce tatouage sur son corps. Il faut aussi savoir qu'à un moment, c'est Lil Wayne qui raconte ça dans une interview avec Rolling Stone. Birdman a dit à Lil Wayne, frère, arrête de rapper comme Jay-Z, t'es pas Jay-Z. Donc faut prendre ça avec un grain de sel parce que Birdman, et moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui semble assez jaloux de Jay-Z. Birdman et 50 Cent, c'est les deux mecs où tu te dis, c'est bon, on a compris que tu te considères comme au-dessus de Jay-Z par une opération du Saint-Esprit dans ta tête, mais doucement. En tout cas, c'est pas le sujet. Il dit à Lil Wayne, frère, arrête d'essayer de rapper comme Jay-Z, tu n'es pas Jay-Z. Parce qu'à cette période, Lil Wayne essaie vraiment de rapper comme Jay-Z au début des années 2000. Justement, la série The Carter 1, 2, 3, de base, il s'inspire de The Life and Time of Sean Carter, volume 1 et 2, qui sont des albums de Jay-Z, donc respectivement le deuxième et le troisième album de Jay-Z, si je me trompe pas, mais en tout cas des albums du début de la carrière de Jay-Z. Donc Lil Wayne, si on compte le tatouage, si on compte cette déclaration de, enfin ce que Birdman lui a dans le studio, si on compte le nom des albums, si on compte le nom de famille, il y a quand même un lien très fort avec Jay-Z. Jay-Z a beaucoup influencé Lil Wayne. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de gens savent aussi, mais je pense que beaucoup de gens ne font pas attention à ce fait. Lil Wayne aurait dû signer chez Roc-A-Fella Records, qui est donc le label de Jay-Z, parce que pareil, il voulait quitter Cash Money. Un petit peu tout le monde veut quitter Cash Money à un moment ou à un autre parce que c'est un label qui ne paie pas ses artistes. Birdman est connu pour te payer uniquement si tu vas en procès avec lui. Donc à un moment, Lil Wayne veut quitter Cash Money. Et bien sûr, où est-ce qu'il veut aller? Chez son idole Jay-Z. Et Jay-Z, bien sûr, est chaud puisque voilà, Lil Wayne commence un petit peu à monter en puissance, mais je vais revenir dessus après. Il veut signer chez Jay-Z. Jay-Z est chaud. Voilà, c'est presque fait. Mais Jay-Z qui est carré décide d'envoyer un mail ou je sais pas, en tout cas de faire à Birdman savoir, bon, je vais signer ton gars, surtout qu'il le considère presque comme son père. Birdman et Lil Wayne, c'est une relation presque père-fils. Jay-Z se dit, bon, je vais quand même te prévenir avant. Donc, et quand il lui fait savoir, il reçoit un courrier d'un avocat en mode, si tu le signes, procès pour business presque de malfaiteur, machin, etc. Jay-Z, qui, voilà, on sait, est déjà riche, Roc-A-Fella, il a signé Kanye West, Dipset aussi chez Roc-A-Fella. Voilà, il y a comme de gros artistes, il a déjà sa grosse carrière. Il s'en fout, tu vois, il est pas... Si ça se trouve même, c'est quand il était déjà président de Def Jam, je ne sais plus très exactement. Mais en tout cas, la carrière de Jay-Z est quasiment déjà faite. Il s'en fout de signer... Enfin, il aurait aimé signer Lil Wayne, mais si c'est pour aller au procès, etc., pas grave, il recule. Donc Birdman garde Lil Wayne et lui offre Young Money pour voilà un petit peu le pousser à rester, pour montrer que oui, il mise sur lui, etc. C'est ça la naissance de Young Money au final, c'est que Lil Wayne devait signer chez Jay-Z, Birdman a fait sa capotée et pour un petit peu faire opération séduction avec Lil Wayne, il lui a offert son label Young Money, ce qui sera plus ou moins une arnaque comme vous le verrez plus tard quand Lil Wayne devra être en procès avec Birdman, etc. Mais voilà, il lui fait miroiter des choses. Bon, de toute façon, Lil Wayne plus tard fera 2 feats, même plus que ça, mais en tout cas, ils auront un gros feat sur l'album The Carter 3, Lil Wayne Jay-Z qui s'appelle Mr. Carter, du coup en référence à leur nom de famille commun. À la fin du morceau, Lil Wayne fait une reprise
du couplet donc de Jay-Z sur le Kimi qu'il a tatoué sur lui. Donc voilà, Lil Wayne devient très chaud en s'inspirant de Jay-Z et de New York, pas juste de Jay-Z, mais de New York et du rap de la East Coast, on va dire, puisque bon, il y a aussi toute cette polémique comme quoi Lil Wayne aurait volé le style de Jillida Kid, qui depuis est devenu podcaster. Il y a des gens qui disent que Jillida Kid a écrit pour lui à un moment. Enfin bon, voilà, c'est toute une grosse rumeur, c'est toute une autre histoire. Mais en tout cas, Lil Wayne, ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment, il est un rappeur du Sud, avec un swag très Sud, mais qui rappe un peu comme un rappeur de la côte ouest, avec les punchlines, avec les placements, etc. Et c'est ce qui fait qu'il devient très très fort et très dangereux au micro parce qu'il a un petit peu le best of both worlds, le meilleur des deux mondes. Le gars est chaud comme jamais, on sent qu'il est en train de monter en puissance. Et The Counter, surtout le 2, parce que sur le 1, il y a, sur le 1, je crois, il y a Go DJ, je crois, oui, Go DJ, qui est un petit classique quand même de Lil Wayne. Mais c'est vraiment sur The Counter 2 qu'on sent la montée en puissance, avec des Hustler Music, qui jusqu'à maintenant est un classique de Lil Wayne, avec des Fireman aussi, gros clip aussi, que tout le monde avait sur son ordinateur à l'époque quand j'étais au campus. That's Weezy F baby, and please say the motherfucking Et avec Hustler Music, je sais pas si il a dit Hustler Music, mais en tout cas Hustler Music, Fireman et Money on My Mind qui sera remixé par Booba à un moment, pour ceux qui se souviennent, avec DJ Medimed. Medimed, c'est mon DJ, rentrez dans ma soirée, tenue correcte et flingue exigé, qui est une reprise de Go DJ de Lil Wayne. C'est mon DJ, rentrer dans ma soirée, tenue correcte et flingue exigé. Voilà, donc voilà, The Counter 2, c'est un peu... certains le considèrent comme le premier classique de Lil Wayne. Bon, je vais pas... Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme un classique, mais en tout cas, certains le considèrent comme ça. Et on arrive à la partie 3, c'est le moment où Lil Wayne devient le boss de ce rap game de merde. Pour recontextualiser, 50 Cent et Kanye West sont en train de dominer le rap à cette période, on va dire. Jay-Z est à la retraite, mais il se prépare un petit peu à revenir. Si ça se trouve, il est déjà revenu avec Show Me What You Got. Le rap devient de plus en plus diversifié avec le crunk, Soulja Boy, tout ça. On est très loin des années 90 avec Tupac, Biggie, tout ça. On devient dans un rap un petit peu plus, enfin beaucoup plus mainstream. Lil Wayne est en train de monter en puissance. On le voit un petit peu comme la nouvelle star à suivre, etc. Mais c'est pas encore une grosse star, notamment en Europe. Il n'est pas encore vraiment arrivé à ce stade-là. Mais il sent qu'il a une place à prendre. Il sent qu'il est chaud. Tout le monde voit qu'il est chaud. Au micro, comme je vous disais, avec ce style un petit peu East Coast mélangé avec ce swag du Sud. On sent qu'il y a un truc, les locks et tout. Il y a un truc. Et il va faire un truc. Avec le recul, je ne pense pas que ce soit calculé parce que pour avoir regardé beaucoup d'interviews de Lil Wayne, c'est pas un gars qui prémédite. C'est pas un gars marketing. C'est pas un gars... Mais le mec... et partout, il inonde le game. Tous les freestyles, toutes les mixtapes, le gars veut être partout. Et à un moment, je me souviens, je suis au lycée, je suis vers la fin de mon lycée, et Lil Wayne est partout. Je vais sur tous les sites internet, Hip Hop Early, DatPiff, Hot New Hip Hop, etc., Live Mixtape, tous les sites où on allait télécharger illégalement de la musique. Et tous les jours, il y a un nouveau son de Lil Wayne. Quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment, tu rentres du lycée à chaque fois, tu vas sur le site et boum, Lil Wayne téléchargé. Et c'est pas juste de la saturation pour faire de la saturation, comme il y a beaucoup d'artistes d'Atlanta qui ont fait ça, pour ne pas nommer Gucci Mane, qui sortaient plein de trucs, mais pour un vrai connaisseur de rap, de lyrics, de kickage, de qualité musicale, on sait que c'était de la saturation pour de la saturation, que c'était pas un... Voilà, ça sert à rien de faire de la quantité si c'est pas de la qualité pour moi. Et Lil Wayne, c'était de la qualité. Tout était bon, tout était lourd, les punchlines, le flow, la folie qu'il mettait dans le truc, la façon de poser. À un moment, il est arrivé, il s'est un peu inspiré de T-Pain et il a commencé à rapper avec du vocodeur. C'est lui qui a beaucoup ramené ça aussi à un moment. C'est pour ça qu'on dit qu'il a eu beaucoup d'influence par la suite, parce que presque tous les rappeurs rappent comme ça maintenant. C'était une très grosse période de Lil Wayne. Et voilà, c'est cette saturation qui a vraiment assis sa domination. Et quand il disait The Best Rapper Alive, on l'a cru en fait. On l'a cru parce que, voilà, il disait The Best Rapper Alive since the best rapper retired. C'est-à-dire le meilleur rappeur en vie depuis que le meilleur rappeur est parti en retraite. Il parle de Jay-Z, parce que Jay-Z était parti en retraite après The Black Album. Donc Lil Wayne dit, maintenant que le frérot est à la retraite, c'est moi qui suis le meilleur rappeur. Et il n'y avait personne pour lui dire non, c'est faux, c'est moi, machin, etc. Parce que le gars était trop fort en fait.
Voilà, il est dans cette période où on sentait qu'il était aux portes d'un big truc. Il était très proche de Dipset, notamment de Joel Santana, avec lequel il devait sortir un projet commun qui au final n'est jamais sorti. Il sort d'un album commun avec Birdman, qui n'est pas du tout un très bon rappeur. Et malgré ça, grâce à Lil Wayne, il réussit à te sortir des My Laser So Soft, gros classique, des Stunting Like My Daddy, gros classique. Donc Lil Wayne élève tout ce à quoi il touche. Et il se dirige vers The Carter 3, qui est le moment que tout le monde attend. Après des grosses mixtapes comme The Drought Is Over, Dedication avec DJ Drama, Wiki qui fait du sale, des punchlines, tout est lourd, c'est vraiment extrêmement lourd. Il arrive à The Carter 3 et The Carter 3 leak. C'est-à-dire que ça fuite sur Internet, quasiment tout l'album fuite. Mais Lil Wayne est tellement fort et il est tellement à fond, tellement productif à ce moment-là que ça ne le ralentit même pas. Tu as des classiques qui fuitent comme Something You Forgot, comme I Feel Like Dying, comme La 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 qui seraient pour d'autres rappeurs les meilleurs sons de toute leur carrière. Ben lui, ça le freine même pas, il refait d'autres sons et boum, il te sort The Carter 3. Et l'album vend 1 million première semaine. Et c'est pas 1 million première semaine comme à la grande époque avant le téléchargement illégal. Là, on est au milieu du téléchargement illégal. Pour bien vous faire comprendre, je m'appelle Specta F-Baby. F-Baby, c'est inspiré de Lil Wayne. Je suis giga fan de Lil Wayne. Il y a des gens qui pensaient que ça venait de Lafouine. Les gars qui connaissent rien en rap, qui disent « Ah, il copie Lafouine, il s'appelle F-Baby. » Bande de cons, vous savez même pas que Lafouine lui-même était inspiré de Lil Wayne. Bref, il sort son album, il vend 1 million. J'ai jamais acheté l'album alors que je suis un giga fan. Je n'ai jamais donné 1 euro à Lil Wayne de ma vie avant le streaming. C'est vraiment une période très dure où les rappeurs ne vendent pas dans le rap français. Il y a beaucoup de carrières qui se sont éteintes à cette période parce qu'on n'achetait pas d'album. Il n'y avait pas encore le streaming. Donc, c'est pour ça que quand on parle des ventes de Eminem, 50 Cent, quand on parle même des ventes de Jay-Z ou de Kanye West ou même aux Antilles, Kassav, quand on parle des grands groupes qui vendaient beaucoup d'albums Tabou Combo, j'ai envie de dire oui, mais on avait besoin d'écouter de la musique et on n'avait pas de façon illégale de consommer la musique. Donc, on achetait les albums. Les trucs qui m'impressionnent vraiment, c'est tout ce qui va de Lil Wayne jusqu'à tout ce qui est Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, J. Cole. Cette période qui va peut-être de 2007 à environ 2013-14 où le streaming n'est pas encore développé. On pirate encore énormément et malgré ça, les gars vendent énormément d'albums. Mais Lil Wayne, au milieu, sera un peu le porte-flambeau de tout ça avec son 1 million de ventes en première semaine sans stream pendant le téléchargement illégal. Ça, c'est fort. Après, je pisse pas sur les accomplissements d'autres gars comme Tupac, etc. machin, mais il n'y avait pas le téléchargement illégal. Je veux vraiment appuyer sur ça parce que Lil Wayne, c'était au milieu du téléchargement illégal. Donc, imaginez 100, si ça se trouve, le gars, il aurait vendu 2 millions d'albums. Ça aurait été une dinguerie, vraiment. Drake, qu'on voit comme le gars qui vend par excellence maintenant, son record sans stream, c'est 700 000 environ. Donc, imagine, Lil Wayne, il a fait 1 million pendant le téléchargement illégal. Frère, si ça se trouve, je ne veux même pas imaginer combien il aurait vendu si c'était toujours dans les conditions de 2003, etc. Voilà, statistiquement et qualitativement, le mec était inarrêtable. Quelques sons à écouter parce que je ne veux pas juste vous balancer les faits, les stats comme ça sans vous laisser des sons à écouter. Déjà tout The Carter 3, mais surtout Mrs. Officer, Emily, Trip It, l'outro Misunderstood qui est très bien, Shoot Me Down qui est très bien. Il y a d'autres sons comme Love Me or Hate Me, Gossip aussi, puisque Gossip c'est l'un des premiers sons qui m'a fait kiffer Lil Wayne. J'avais vu sa prestation BET Awards et voilà, ça m'avait ébloui. Donc ce son là il est très lourd aussi, Gossip. Something You Forgot que j'ai déjà cité, Pussy Money Weed qui est vraiment très très lourd aussi. Et bien, il a beaucoup de freestyles qui sont très lourds, mais moi un qui m'a beaucoup marqué c'est son freestyle sur Upgrade You de Beyoncé. Il y a I Feel Like Dying, il y a son fabuleux couplet sur We Taking Over de DJ Khaled où il arrive à la fin et tout le monde est en mode ok c'est bon, c'est lui le I am a beast, feed me rapper, feed me beats, I'm insane, I need a shrink. C'était trop, le gars il a un demi-couplet malgré ses rétames, tout le monde sur le son, c'est trop.
am the beast. Feed me rappers or feed me beats. Ensuite, il a sorti No Ceilings. Il a sorti pas mal de mixtapes, mais c'est quand il a sorti No Ceilings que c'était vraiment bon. Allez, limite, les autres, ils ont abandonné parce que c'était trop. Le gars, il a posé sur Death of Autotune, sur Run This Town, il a posé sur Paint Job, j'oublie le nom exact. Il a posé sur Ben From TV qui est un Pussycat où il y a Big Pun, Noriega, etc. Et malgré ça, il a fait du très sale. Enfin, il posait sur de l'ancien, sur du nouveau. Il a posé sur Wasted. Il a posé sur des gros sons. Et en fait, le monde s'est arrêté et tout le monde regardait le gars en mode, mais il est inarrêtable en fait. Et en plus, il faisait des tubes parce que voilà, Lollipop, c'est frère, le gars, c'est giga mainstream, giga commercial. Donc le gars, ça fait tout faire. Il pouvait te faire du giga commercial et ensuite arriver sur une mixtape et rapper pendant 64 mesures. Et les 64 mesures, c'est des punchlines. Je vous invite aussi à écouter un son comme Canon, c'est trop lourd. Tout est trop lourd en fait. C'est vraiment une période qu'il fallait vivre parce que des fois, il y a des gens qui disent ouais, Lil Wayne Goat et tout machin. Et qui arrivent, ils te citent Mirrors avec Bruno Mars. Ou ils te citent How to Love, des sons comme ça. Et limite, ça m'énerve parce que je me dis, tu sais, vous êtes fan de gens, enfin, ils te citent les gars comme des GOAT, etc., mais ils savent même pas vraiment pourquoi c'est des GOAT. Écoutez vraiment les sons que je vous ai cités. Si vous voulez, ouvrez les Rap Genius pour essayer de comprendre un petit peu les punchlines parce que pour comprendre vraiment pourquoi Lil Wayne était le boss du rap game incontestable à cette période, quoi. Il avait donc tout pour être le GOAT, longévité, statistiques, il était trop fort, respect de tous ses pairs. Kanye West le respectait de ouf, Jay-Z le respectait de ouf, jusqu'à maintenant Drake le respecte de ouf, tout le monde le respecte de ouf, Nicki Minaj pour elle c'est un roi, etc. Il avait tout statistiquement, le style, le swag, il avait tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lil Wayne n'a jamais eu, en tout cas non, Lil Wayne à partir de certains moments n'a plus eu de direction artistique claire et forte. Donc il partait un petit peu dans tous les sens et ça a commencé à se sentir et c'est ça qui fait qu'il n'est pas le GOAT. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas réussi à avoir un classique, 2 classiques, 3 classiques, 4 classiques, 5 classiques. C'est vraiment ce qui stoppe Lil Wayne. Très souvent, il va rapper, il n'y aura pas vraiment de thème, ce sera juste des enchaînements de très bonnes punchlines, mais ça commence à lasser. Et puis à un moment, il commence à overdoser sur les raps. Pussy Pussy ceci, Gun 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 ceci, etc. sans vraiment de thématique et ça va vraiment se ressentir après The Carter 3. Il ne faut pas oublier qu'il va en prison. À un moment, il reste en prison 1 an, 1 an et demi. C'est à ce moment-là que Drake explose vraiment. Pas pour dire que Drake le remplace, mais après quand Lil Wayne sort de prison, c'est pas exactement comme avant. Il n'y a plus vraiment les mêmes classiques. Tu sens que son esprit n'est plus vraiment pareil. Il sort quand même, The Carter 4, 964 000 ventes. Première semaine, c'est encore très très fort. Mais ça vient beaucoup de la hype prison et puis de la hype de The Carter 3. Mais c'est plus la même chose. Il ne faut pas se mentir, c'est plus la même chose au final. Et ça se ressent très vite après, puisque après The Carter 4, c'est là que les problèmes commencent vraiment avec Birdman. Et je pense que Birdman lui-même a senti que je ne vais pas vraiment réussir à encore continuer très longtemps avec cette poule aux œufs d'or là. Donc c'est pour ça qu'il a bloqué The Carter 5, parce qu'il sentait que ça n'allait pas trop fonctionner. C'est là que la guerre a vraiment commencé. Après, Birdman c'est un enfoiré. C'est grâce à Lil Wayne que Birdman est encore là jusqu'à aujourd'hui. C'est Lil Wayne qui a trouvé Drake, Nicki Minaj, Tyga. C'est Lil Wayne qui a fait The Carter 3, etc. En fait, Birdman doit quasiment toute sa longévité après le début des années 2000 à Lil Wayne, et malgré ça, il ne voulait pas sortir son album. Birdman, c'est un enfoiré, mais n'empêche que Lil Wayne a quand même perdu un petit peu de sa superbe, on va dire, dans les années 2010. Manque de DA, manque de thématique, parce qu'avant, il te faisait des sons comme Something You Forgot, comme Misunderstood. Là, au trop de Misunderstood, des fois, je la réécoute et je me dis, mais ce mec, il était clairvoyant, il parle de vrais trucs, de vrais bails, et je retrouve plus trop ça chez Lil Wayne. Peut-être trop de codéine, trop d'herbe, trop de... je sais pas. Son esprit n'est plus pareil. On le sent très juvénile. Plus le temps passe, plus on le sentait juvénile. Plus on le sentait qu'il n'est pas vraiment de choses constructives à dire. On sentait plus de lyrics trop personnels. C'était Pussy Pussy Pussy, Gun Gun Gun, machin, je suis riche, Ce qui est génial, mais qui n'est plus au niveau du Lil Wayne de Hustler Music, au niveau de Gossip, au niveau de Love Me or Hate Me. Oui.
il y avait plus cette poésie qu'il mélangeait un petit peu à ce swag. Au final, c'était que du swag. Mais bon, faut pas oublier qu'au moment où il pète, vraiment mondialement en 2008, avec Lollipop, Emily, tout ça, il est déjà à 10 ans de carrière. Donc en fait, quand il pète, il est déjà à la fin de la carrière de quasiment tous les gros artistes. Quasiment tous les gros artistes ont fait 10 ans au top et puis après ils se sont calmés. Mais lui, c'est après 10 ans dans le game qu'il a vraiment pété. Donc ça se trouve, le mec, il est fatigué. Quand je vois des gens dire, ouais, maman, il a vieilli, ah, c'est Lox, ah, machin. Les gars, ça fait près d'une trentaine d'années que le gars, il rappe. Et puis le gars, il est hyperactif, il est workaholic, c'est non-stop. Il prend pas de vacances presque, t'as l'impression. Donc c'est méga chaud. Mais n'empêche qu'après, on va dire The Carter 4, la période, vas-y, John, tout ça, machin. On n'a plus vraiment retrouvé le Lil Wayne. On n'a plus vraiment retrouvé le Lil Wayne de 2007-2008. C'était son prime. Il nous a quand même donné le nouveau boss statistique du rap game qui est Drake. Il nous a donné la meilleure rappeuse de l'histoire qui est Nicki Minaj. Drake ensuite nous a donné The Weeknd, etc. Enfin, l'affiliation de Lil Wayne est quand même assez... C'est comme si c'était le rap game d'aujourd'hui. C'était que des enfants de Lil Wayne. Young Thug qui est le père de Lil Baby, de Gunna, même Future cite beaucoup Lil Wayne comme exemple. Donc voilà, ça n'a pas pu être le GOAT parce qu'il n'a pas assez su sortir d'albums classiques sur la durée, etc. Mais ça a été un vrai boss du rap game. Je pense que ça a été la dernière fois qu'on a vu un rappeur dominer vraiment tout le game, avoir le game dans la paume de ses mains et puis tout le monde le regarde jouer. Je pense que c'est un peu ça où tous les joueurs étaient sur le terrain en mode bon, on joue aussi, mais frère, on te regarde jouer. On a un peu ressenti ça avec Drake dans le début des années 2010. Et puis statistiquement, bon, c'est toujours ça pour Drake. Mais niveau, frère, il est trop fort. Allez, pas dit qu'on peut rien faire. Parce que là, Drake, t'as quand même J. Cole, t'as quand même des Kendrick Lamar, t'as le trap qui a pris une grosse place, t'as la drill, etc. Mais Lil Wayne, c'était Lil Wayne au milieu du terrain en train de faire des 3 points, de dunker, de faire la balle passer sous ses jambes, de faire des dingueries. Et puis, tu avais tout le monde en train de le regarder en mode, bon, on est chaud, tu avais des Kanye West, tu avais Jay-Z qui était en deuxième partie de carrière, tu avais des trucs. Mais Lil Wayne, c'était beaucoup trop. Si le Lil Wayne de The Carter 3 avait pu durer 5-6 ans, ça aurait été le GOAT incontestable de l'histoire du rap, ça c'est vraiment sûr. Et tu vois, il y a eu ce clash aussi entre Lil Wayne et Jay-Z à un moment par rapport à Birdman qui à un moment dit ouais, mon fils a plus d'argent que Jay-Z. Et alors que, frère, faut arrêter. Et Jay-Z qui lui répond ouais, t'as même pas l'argent de ma meuf, puisque la meuf de Jay-Z c'est quand même Beyoncé. Et t'as ensuite Lil Wayne qui lui répond ouais, je vais kidnapper ta meuf, machin. Enfin, il y a eu tout ce truc. Et au final, Lil Wayne est quand même resté limite. On dirait que Lil Wayne respecte autant Jay-Z que Birdman, même s'il il n'est pas aussi proche de Jay-Z, parce que voilà, il n'y a pas cette proximité, on va dire, cette filiation, mais il respecte énormément Jay-Z. Et ce respect entre GOAT, c'est un respect que j'aime beaucoup. En fait, voir le respect Lil Wayne, Jay-Z, Drake, sachant que ce sont quasiment mes 3 rappeurs préférés aux US, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et là où Jay-Z, pour moi, est le GOAT et Lil Wayne ne peut pas l'être, c'est que Jay-Z, frère, Reasonable Doubt, The Blueprint, Black Album, American Gangster, Watch the Throne, jusqu'à maintenant avec 444, son dernier album, jusqu'à God Did, enfin, il est trop régulier. Et c'est cette régularité qui manque à Lil Wayne. Voilà, c'est un petit peu pour ça que pour moi, Lil Wayne n'est pas le GOAT et presque un GOAT raté, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu mes arguments par rapport à ça. J'avais envie de parler de Lil Wayne parce que c'est l'un de mes rappeurs préférés, c'est le rappeur qui m'a le plus influencé pour que je garde quasiment son nom jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est très très fort. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Lil Wayne, quels sont vos sons préférés de Lil Wayne, ce que j'ai peut-être oublié de dire dans la vidéo parce que voilà, c'est dur de tout dire sur Lil Wayne en une seule vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Instagram, etc. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde, aller-retour, gone. FBI Fucking Baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby, Specta say so.